Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, ça fait toujours plaisir de revoir des personnes qui nous suivent de très près. Deuxième business unit dont on va parler, c'est le BU Biotech. On va parler de notre portefeuille, bien sûr, et son développement. Le BU Biotech va parler de nos approches actuelles, mais aussi à la fin de cet Investor Day, on va aussi vous introduire les MRT, donc les radiothérapeutiques moléculaires dont Fabrice a déjà un peu parlé. On connaît très bien parce qu'en service, on travaille déjà là-dessus depuis des années. Et en plus, on a introduit à Dijon quand même un écosystème autour de tout ça avec plusieurs sociétés, le centre Georges-François Leclerc, le centre anticancéreux. Et en fait, ce qu'on fait avec cette approche-là, et je vais commencer par ça, c'est ça commence par une cible spécifique pour des cellules cancéreuses. Donc, ce que vous voyez là en bleu, une cellule cancéreuse. Nous, on développe des vecteurs, donc des vecteurs qui vont se fixer sur ces récepteurs-là et qui amènent en fait un radioisotope vers les cellules cancéreuses, avec le but, bien sûr, de faire une radiothérapie moléculaire. C'est extrêmement prometteur et vous allez en entendre parler. On en parle beaucoup à plein de niveaux. Il y a des investissements énormes qui se font aussi chez les pharma. Et nous, on a tout pour le faire aussi, parce que justement, on a créé cet écosystème. Il y a peu de sociétés, peu de centres qui peuvent faire ce qu'on peut déjà faire ici. Donc, c'est un deuxième développement, un deuxième module technologique qu'on va commencer à travailler dans le sein de notre BU. De l'autre côté, depuis 2010, vous le savez, on travaille Nanocyclix, inhibiteur de kinase nouvelle génération. On travaille ça en propre, donc nos propres projets qu'on finance. On travaille avec des partenaires et on va en parler aussi. Et on a tout un pipeline de molécules derrière, de molécules intéressantes qu'on va pouvoir exploiter aussi avec notre propre investissement, mais aussi en partenariat. Donc la technologie, on va quand même en dire un petit mot. Donc le domaine des kinases, c'est toujours plus que 20% d'investissement des pharma, avec quelques défis quand même qui restent très importants. Donc il faut des molécules extrêmement puissantes. Quand on dit puissantes, on parle de en dessous de 10 nanomolaires en activité pure. Donc des molécules très puissantes. Et une raison très claire, en fait, on est en compétition avec l'ATP au niveau cellulaire qui peut monter à des doses de millimolaires. Bien sûr, la sélectivité, vous savez que c'est une grande famille d'enzymes. Il y en a plus que 500 dans le génome humain. Les maladies qu'on vise sont très souvent suite à une seule kinase qui est dérégulée. Et bien sûr, c'est celle-là qu'on veut viser, c'est celle-là qu'on veut bloquer, inhiber, le mot qu'on utilise, sans toucher les autres pour éviter les effets secondaires. En plus de ça, donc, quand on augmente la puissance, quand on améliore la sélectivité, il faut quand même que les molécules gardent leur profil de médicament, ce qui veut dire petite taille. Dans certains cas, et on va parler de l'ARC2, là, effectivement, les molécules doivent traverser la barrière hémato-encéphalique, ce qui n'est pas évident pour un inhibiteur de kinase. Donc tout ça, il y a à peu près 15 paramètres qui doivent être optimisés dans une telle molécule pour en faire un médicament. À gauche, vous voyez notre solution, donc notre solution avec son nouveau logo Nanocyclix. Donc c'est des petites molécules macrocycliques, donc des petites molécules avec un grand cycle, et ce qui donne une forme spécifique à nos molécules et la spécificité et la sélectivité, presque comme une donnée d'entrée. Et bien sûr, comme c'est propriétaire à nous, il y a un ticket d'entrée pour nos partenaires qui est assez important. C'est aussi la raison pourquoi on applique cette technologie sur des kinases notoirement difficiles, et l'ARC2 en est un bon exemple, ou sur des kinases qui sont très innovatrices, et là on parle de first in class pour les molécules qu'on découvre, et RIPK2 en est l'exemple. Donc là on est sur une version évoluée de notre pipe, parce que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, effectivement, les molécules ont avancé. Et on va parler les trois premiers un peu plus en revue dans le détail. Donc Floripizol, notre traceur TEP, l'ARC2, collaboration avec Servier, vous avez tous entendu le news la semaine dernière sur la sélection de candidats précliniques, et RIPK2 avec une nouvelle ce matin qu'on va aussi détailler un peu plus.
MNK, pour l'instant, le projet est on hold parce que on a choisi où on veut investir et c'est clairement RIPK2 où on investit au plus large. On parle aussi de multiples, et c'est le slide derrière. Tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des probes en anglais, en bon anglais. Des sondes, donc des molécules issues de la technologie nanocyclique qui ont déjà une très bonne sélectivité, qui ont déjà une très forte puissance. C'est tous des points de départ de projets potentiellement extrêmement prometteurs. Donc tout ça, on a dans nos... et on a pas mal de discussions autour de ces molécules-là, justement pour les développer en partenariat. Et on en regarde aussi quelques-uns en interne, justement pour les positionner aussi dans notre pipe en oncologie. Donc là, je vais commencer par détailler un peu plus le fluorépizole, donc un traceur TEP, une molécule nanocyclique marquée par le fluor 18. Et ce que vous voyez à gauche ici, c'est l'image d'un patient, une image TEP d'un patient où vous voyez à peu près au milieu la tumeur primaire et des métastases osseuses. Donc c'est ça, donc c'est des outils qui permettent tout de suite de voir déjà la condition du patient et aussi de voir si la thérapie appliquée est effectivement efficace chez le patient. On a fait une étude phase 0, phase 1, vous en avez vu une image. Donc on a testé cette molécule sur 18 patients, dont certains, pour démontrer bien sûr la spécificité et l'efficacité de cette molécule-là, avec de très bons résultats. Donc l'objectif, l'innocuité bien sûr d'une telle molécule, ce qui typiquement ne pose pas beaucoup de problèmes parce que la dose administrée est extrêmement faible. La sensibilité pour la cible et la spécificité bien sûr. Et on a réussi à démontrer tout ça dans l'étude phase 0.1. Ce projet il a été légèrement bloqué pour des discussions autour de l'IP. Cette situation maintenant est complètement clarifiée, donc Concours Design possède tous les droits sur ce traceur. Et donc là, on relance en fait des discussions pour un partenariat et encore plus important pour le positionnement clinique de ce type de molécule, de cette molécule spécifiquement. On discute avec des experts cliniciens, des oncologues, qui nous font un retour très positif sur cette molécule. Et donc, on continue le positionnement de cette molécule dans notre pipe et avec le but de le développer avec un partenaire. Et ce qu'on nous dit clairement, c'est que c'est une molécule, un biomarqueur, qui a le potentiel d'influencer la stratégie de thérapie pour des traitements anti-EGFR. Là, on vient sur la nouvelle de la semaine dernière, la maladie de Parkinson, bien sûr, une maladie extrêmement importante qui affecte de plus en plus de personnes, sans vraie solution, mais on va en parler. La seule chose que je vous montre là, c'est un extrait ou la première page qui sort de Parkinson News Today de la semaine dernière. Une nouvelle comme ça, c'est des nouvelles extrêmement importantes, hein, parce que là, c'est repris partout. Et c'est un vrai plaisir d'introduire mon collègue Ross de Servier, qui va parler un peu plus de notre collaboration, qui a aussi un background extrêmement long dans le projet LARC2, pas avec nous, mais même avant. Je pense qu'il va en dire un mot aussi. Et donc Ross est le Global Head of Neurology and Immunoinflammation Therapeutic Area à Servier. Il va faire sa présentation en anglais, mais il va parler très lentement, il m'a promis.